Il est exactement 8h47 ce matin et je peux vous dire avec certitude qu'à cet instant précis, des milliers de lycéens et d'étudiants sont en train de taper la même chose sur Google, classement école de commerce. 4 mots, 4 petits mots, mais qui peuvent influencer des vies entières, qui décident parfois d'ailleurs de votre avenir, de votre ville d'études, de vos futurs amis, de votre premier salaire, de combien vous allez payer vos années d'études, du réseau aussi que vous allez construire. Pendant 3 mois, au sein de la rédaction de l'Express Éducation, on a décortiqué le système de fond en comble. Et ce qui est frappant, premièrement, c'est que pour les lycéens, comme pour leurs parents, ces classements restent toujours, presque toujours incompréhensibles et pourtant, ils y accordent un énorme crédit. Bienvenue donc dans les coulisses des classements des écoles de commerce. Et croyez-moi, après avoir vu cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais un classement de la même manière, de la même façon. Vous prendrez du recul sur les palmarès de façon générale et c'est exactement ce qui devrait se passer. Les informations, elles sont hyper dures à trouver sur les concours. Comment on se prépare vraiment au concours, au Taj-Maj, au TOEIC, c'est quoi les meilleurs profils pour les écoles, comment est-ce qu'on fait pour maximiser son dossier. J'ai tapé grande école de commerce, j'ai vu excellence, innovation, mobilité internationale, Master of Science et AI. Première question. Qui fait ces classements? Comment décide-t-on qu'une école vaut 78 points et qu'une autre en vaut 82? Comment sont choisis les critères? Comment on pondère aussi les résultats? Et surtout, la vraie question, celle qui change tout, pourquoi les médias publient les classements? Par amour de l'information, par passion pour l'éducation, par souci peut-être de transparence aussi? Parce que voilà la réalité qu'on oublie souvent, les classements, en plus d'être un outil d'information ou d'orientation, ce sont aussi des produits éditoriaux comme les autres, des produits qui suscitent évidemment énormément d'intérêt, et pour cause, forcément, vous vous en doutez, ils se vendent très bien, ils attirent de l'audience, génèrent du trafic, et donc des revenus publicitaires. Cela ne se limite pas aux écoles, on classe des grandes fortunes par exemple, des fonds d'investissement et même des hôpitaux. En France, 5 grands médias sérieux publient des classements des écoles de commerce. Challenge, par exemple, pionnier historique, Le Figaro étudiant, qui s'appuie sur la force du grand quotidien national, mais aussi Le Point, Le Parisien étudiant ou encore L'Étudiant. Chaque année, entre septembre et décembre, c'est le même rendez-vous, la publication des classements attendus, vous vous en doutez, par les écoles comme par les étudiants. C'est quelque chose qui est devenu important dans la lecture de ce qu'on veut y lire. Si un boursier veut savoir quelle école il doit prendre, il va regarder dans un classement, est-ce qu'on prend ce critère en compte, et puis on va aller regarder quelle est l'école qui accueille le plus de boursiers. Ouais. Bon, alors, je prenais l'exemple d'HEC, c'est pas le cas. HEC, si vous regardez un classement basé sur le nombre de boursiers, par exemple, elle est 16e au classement. Le M de Lyon est première. Ça dépend ce qu'on veut regarder dans le classement. Au-delà des médias français, le classement le plus consulté en France est sans conteste le classement des masters en management du FT, le Financial Times, publié depuis 2005. À l'origine, le FT publiait un classement des MBA, mais sous l'influence d'un ancien DG de HEC Paris, la rédaction a décidé de classer, il y a 20 ans, les masters en management. Enfin, le classement dit SIGEM occupe une place singulière dans le monde des écoles de commerce. C'est un classement unique et uniquement fondé sur les choix d'intégration des étudiants en classe prépa, construit à partir des désistements croisés des doubles admis. Il est souvent considéré comme un classement absolu car justement supposé indépendant et uniquement construit sur un algorithme mathématique. En réalité, il s'agit simplement d'un classement de nature différente et donc au biais différents des classements médiatiques. La plupart des classements sont des classements a posteriori. Ils sont construits sur des données du passé, récoltées par des questionnaires qui sont envoyés auprès des écoles et des alumni ou des fiches d'indicateurs publics. Le classement SIGEM, lui, est différent. C'est un classement a priori, construit donc sur l'avis des étudiants qui n'ont pas encore intégré l'école, mais peut-être aussi qu'ils sont parfois un peu en décalage avec les attentes des étudiants d'aujourd'hui et même avec les enjeux de développement d'une grande école. Prenons 2 exemples. Dans le classement du Financial Times, le pourcentage de professeurs internationaux figure parmi les critères classants. Or, en quoi la nationalité d'un professeur est-elle corrélée à la qualité intrinsèque d'une école? Ah oui, c'est une question qu'on peut se poser avec un autre exemple, une fois de plus dans le classement FT. Les critères dits ESG occupent une place prépondérante. Exemple au Financial Times, critères comme carbon footprint, par exemple, ou la parité homme-femme au board de l'école, parité parmi les étudiants, etc. Si tous ces critères sont évidemment intéressants à faire figurer dans un rapport d'impact, par exemple, en quoi sont-ils corrélés à la qualité intrinsèque d'une école? D'autant plus que lorsqu'on interroge les étudiants, ces critères ne comptent
pas vraiment pour eux dans le choix d'une école. Par exemple, sur la cible des étudiants français en prépa, ces fameux critères ESG sont ceux qui les intéressent le moins dans le choix de leur école parmi tous les autres critères classiques. Je regarde du coup beaucoup le classement pur et dur, mais après j'essaye de varier un peu les classements, de regarder par exemple il y a des classements du Financial Times, mais il y a aussi le classement SIGEM. Je pense que c'est intéressant de regarder plusieurs classements, même s'il y a quand même un classement un peu fixe, en tout cas dans ma tête. Qu'elles savaient tout de suite ce qu'elles voulaient faire toutes les deux. Est-ce que vous avez regardé notamment des classements pour savoir quelle école choisir? Non, elles ne savaient pas forcément ce qu'elles voulaient faire toutes les deux. On n'a pas tellement regardé les classements, on a surtout regardé quels étaient les jobs à la sortie de ces écoles et quels étaient les jobs pour lesquels elles pouvaient avoir de l'appétence. Critères, je me fixerais 2 critères principaux, seraient les cursus que l'on propose dans ces écoles et je pense les débouchés qu'il y a après les grandes écoles, donc les métiers que l'on peut faire par la suite et les pourcentages de chances d'intégrer aussi ces métiers-là. Si vous deviez faire un classement aujourd'hui, ce serait quoi les critères vraiment importants? Les cours en anglais, totalement, cours en anglais, et l'international, la possibilité d'aller à l'international. Pour mieux comprendre comment fonctionne ce marché et surtout les dérives qui sont possibles et qui sont envisageables, on s'est rapproché de Nextedu. C'est un cabinet de conseil en stratégie indépendant, spécialisé par ailleurs dans l'enseignement supérieur. Et leur cofondateur, Hugo Foyer, observe depuis plusieurs années l'évolution de ces classements et leurs usages. Quand on parle des classements, un critère qui revient très souvent, c'est le critère des salaires. Mais en fait, peut-être de manière un peu paradoxale, parce que c'est pas forcément ce qui est toujours le plus représenté dans un classement, le FT mis à part. Et en fait, de manière générale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès qu'on choisit, et tout le monde, c'est-à-dire que ce soit en France et international, enfin peu importe, de classer quelque chose, que ce soit un établissement, un hôpital, des fortunes, etc., dès qu'on choisit de classer, et notamment une grande école de commerce, on est forcément biaisé par le fait de classer. On va avoir effectivement quelques biais autour des salaires. D'ailleurs, certains classements ne prennent plus en compte les salaires de sortie pour éviter ces biais-là. 42%, c'est le volume de recherche Google sur les écoles de commerce qui concerne les classements fin 2024. Quand un lycéen en terminale, par exemple, ou un étudiant en prépa cherche à s'informer sur une école, il se retrouve souvent face à une avalanche de classements. Ces chiffres deviennent alors le critère de référence, celui qui semble le plus sûr, le plus fiable ou alors le plus objectif. Et c'est parfaitement compréhensible à 18 ou 20 ans quand on doit choisir, bien sûr, entre des centaines d'écoles qui promettent toute l'excellence, l'international, les meilleurs débouchés. S'appuyer sur un classement, c'est forcément rassurant, c'est un repère. Cela permet au cerveau aussi de simplifier un choix complexe. Ça aide, mais ce qu'on veut vous dire ici, évidemment, c'est qu'il faut le prendre avec beaucoup de recul. Il faut prendre le temps de comprendre comment ils sont construits, de regarder par ailleurs la méthodologie, les critères retenus, la pondération entre eux. Parce qu'en fonction de ce qu'on mesure et de la façon dont on le mesure, on peut dire vraiment tout et son contraire. De manière générale, les étudiants n'ont absolument aucune idée des critères de pondération quand ils regardent les classements. Parmi les étudiants justement en prépa, qui sont souvent considérés comme les mieux informés, on va pas se le cacher, sur les écoles de commerce par exemple, 100% d'entre eux consultent les classements pour choisir leur école, mais moins de 50% ont déjà consulté au moins une fois une méthodologie de l'un des classements qu'ils consultent. Et franchement, qui pourrait leur en vouloir? C'est vrai, les méthodologies ne sont pas forcément si complexes en elles-mêmes, mais elles ne sont parfois pas accessibles gratuitement, ou alors les pondérations restent parfois floues ou ne sont pas toujours précisées. Quand on classe, disons, 20 écoles, la première est forcément excellente, et la dernière va être perçue comme la moins bonne. Alors qu'en fait, pas forcément, tout dépend de quelles écoles on classe. Si on classe déjà les écoles qui sont dans le haut du panier, entre guillemets, toutes les écoles sont très bonnes. Et en fait, le classement, là, on a un biais d'interprétation derrière de la part du lecteur qui va le mener à considérer que la dernière est forcément mauvaise et la première forcément excellente. Mais voilà où ça devient vraiment problématique. Ces classements, en étant consultés massivement, en étant partagés par ailleurs, en étant repris partout, créent 3 grandes illusions, 3 croyances profondément ancrées dans l'esprit de dizaines de milliers d'étudiants et de parents. 3 mythes que tout le monde accepte comme des vérités absolues. Illusion numéro 1. Une école mieux classée est forcément meilleure partout. Si un tel est première et que telle autre école est 10e par exemple, alors un tel est 10 fois meilleur partout, ou en tout cas significativement supérieur. C'est mathématique, c'est dans le classement, donc c'est vrai. Et dans les faits, certaines écoles forment très bien à certains métiers et moins bien à d'autres secteurs. Illusion numéro 2. Le salaire affiché dans le classement est garanti.
Alors, si on vous dit que les diplômés de telle école gagnent en moyenne 70 000, 90 000, voire même plus de 110 000 $ après 3 ans d'activité dans le classement FT, alors vous allez forcément gagner ces montants, tout le monde en rêve, c'est une promesse, c'est écrit, c'est dans le tableau. Illusion numéro 3. En réalité, les critères utilisés ne sont pas vraiment alignés avec ce qui vous intéresse vraiment. Parce que quand on interroge par exemple les étudiants, en moyenne, les critères qui les intéressent le plus sont par exemple la sélectivité, les salaires à la sortie, la reconnaissance aussi par les employeurs. Or, on vient de le voir, les salaires sont souvent biaisés. La sélectivité est très difficile à mesurer réellement et donc absente de la majorité des classements. Par exemple, une barre d'admissibilité à un concours est en réalité un outil qu'une école peut très bien faire varier à la hausse ou à la baisse selon les années. Une moyenne au bac ne veut pas dire grand-chose, c'est vrai, vu les conditions par ailleurs de notation de l'examen depuis les dernières réformes, et dès lors que les étudiants peuvent se révéler largement après le lycée. Enfin, aucun classement ne mesure la réputation des écoles auprès des employeurs en France. Prenons l'exemple le plus parlant, les salaires de sortie. C'est le critère préféré des étudiants, bien sûr, on les comprend. Les parents aussi, c'est normal, on investit parfois à 50, 60, 70 000 € dans des études, alors on veut forcément savoir ce qu'on va gagner derrière. On veut un retour sur investissement, quelque part, on veut des garanties. Le salaire moyen que vous voyez affiché dans un classement, eh bien, ce n'est pas forcément le salaire réel moyen de tous les diplômés, et notamment de ceux qui vont rester travailler en France, soit la majorité des diplômés, c'est pas ce que gagne un diplômé lambda. La moyenne des salaires annoncés par le Financial Times pour les diplômés des grandes écoles françaises de commerce du top 10 mondial en master en management se situe autour de 110 à 115 $ annuels, donc salaire moyen pondéré 3 ans après le diplôme en dollars internationaux. Pour participer au classement, les écoles doivent transmettre des contacts, les contacts de leurs alumni notamment. Elles ont tout intérêt évidemment à transmettre plutôt des contacts d'alumni qui travaillent dans les métiers les plus rémunérateurs, et elles ont raison de le faire. Si elles ne le font pas, l'école concurrente le fera elle-même et elle se retrouve face à un risque important de perte de place. Autre biais, certains étudiants peuvent se sentir complexés par un salaire inférieur à la moyenne et ne pas transmettre de fait leur salaire. D'autres peuvent transmettre leur superbut, c'est-à-dire leur salaire prenant en compte les charges salariales et les charges patronales. Bref, ce n'est pas du tout la faute des écoles, c'est le jeu des classements qui oblige à optimiser la transmission des salaires, notamment dans le classement FT. Ce qu'on veut vous dire ici, ce n'est pas du tout que tout est faux ou manipulé, loin de là. C'est que les classements sont des outils complexes qui reposent sur des centaines de données, d'indicateurs, de pondérations. Forcément, face à cette complexité, on ne peut pas avoir une lecture simpliste. Alors maintenant, on va changer complètement de perspective. On va passer de l'autre côté du miroir, on va parler de ce qui se passe côté école. Parce que si vous pensez que c'est stressant d'être étudiant et de consulter ces classements, mettez-vous du côté des écoles. Imaginez ce que c'est que d'être une école et d'être classé, imaginez la pression, imaginez aussi les enjeux. Est-ce que vous portez une certaine importance à ces classements ou quelque part ça n'est pas si significatif pour vous à l'ESDES? J'ai envie de vous dire, si je vous disais non, je serais un menteur, et parce que pour la simple et bonne raison que les parents, qui sont parmi les premiers prescripteurs, et les étudiants eux-mêmes, les regardent. Donc forcément qu'on y apporte une attention particulière. Par contre, est-ce qu'ils doivent conditionner la stratégie, la manière, le projet pédagogique que nous avons? Je ne le pense pas. En tout cas, c'est un baromètre d'une certaine vision de notre performance qui est intéressant de regarder. Alors on la met en perspective, mais en tout cas, effectivement, c'est des éléments que je regarde. Ça, c'est certain. Choisir une école sur la base d'un classement, c'est bien. Choisir une école sur la base d'un classement, plus le fait d'aller dans l'école, d'aller échanger avec les élèves, d'aller échanger avec des profs, de profiter des journées portes ouvertes, de profiter des accueils des admissibles pendant les oraux, c'est absolument déterminant. Et le choix, il doit être fait après et pas avant. Ça n'est pas juste une question d'ego, ce n'est pas juste une histoire de prestige ou encore de fierté, c'est une question de conséquences économiques importantes et ça peut faire basculer à la hausse ou à la baisse le nombre d'intégrés. Et c'est une question donc de remplir les promotions ou d'avoir des places vides, surtout dans un marché extrêmement concurrentiel dans lequel de plus en plus d'écoles ne remplissent plus des étudiants en plus, en moins, c'est du revenu à investir ou non dans des programmes, dans le déploiement aussi et le développement de l'école. C'est justement chaque année que ces écoles reçoivent des questionnaires, parfois jusqu'à 50 ou 60 par an, c'est énorme, pas un petit formulaire Google de 3 ou 4 questions, non, ce sont des dizaines de questions, des centaines de champs
questions à remplir, des cases à cocher, des justificatifs à fournir. Nombre d'étudiants par niveau, taux de boursier, salaire à la sortie, salaire de 3 ans après, accréditation internationale obtenue, nombre de professeurs par exemple qui sont permanents, nombre aussi de professeurs avec un doctorat, nombre de publications dans des revues académiques, peut-être parfois même internationales, partenariats internationaux, nombre d'étudiants en échange, budget de recherche, taux d'insertion professionnelle, des centaines d'indicateurs. Et croyez-moi, ces questionnaires ne sont pas du tout remplis à la légère. Derrière chaque réponse, il y a des équipes entières mobilisées pendant des semaines, des mois. Ils sont parfois 3, 4, 5, 6 personnes qui ne font que ça. Leur mission, c'est de compiler justement ces données, de vérifier les chiffres, de peaufiner la présentation, parce qu'une petite erreur ou une mauvaise formulation peut faire perdre plusieurs places dans un classement, et 3 places, justement, ça compte. Parce que justement, au-delà du symbole, cela peut changer la perception qu'ont les candidats entre, par exemple, un top 5, un top 10 et un top 20. Les seuils psychologiques existent et influencent forcément réellement les choix. Mais attention, il n'existe pas un seul classement, il y en a des dizaines. Certains évaluent les bachelors, d'autres les masters, d'autres encore les écoles dans leur ensemble. Certains se basent sur la recherche académique, d'autres par exemple sur l'insertion professionnelle, d'autres encore sur la dimension internationale du programme ou de l'école. Bref, ce ne sont pas du tout les mêmes critères, pas les mêmes publics, pas les mêmes objectifs non plus. Et c'est pour ça justement qu'il faut toujours lire un classement pour ce qu'il est et non pour ce qu'il semble dire. Comparer un classement de programme par exemple à un classement d'école, c'est un peu comme comparer des pommes et des poires. Ça n'a absolument rien à voir. Les deux ont certes de la valeur, mais ils n'ont pas du tout le même cadre, ni les mêmes indicateurs. 100 étudiants perdus à cause de 3 places perdues dans un classement, ça peut jouer d'ailleurs à quelques dixièmes de points près, c'est important. Faites le calcul avec moi. Prenez une école qui facture, disons 12 000 € par exemple, par an de frais de scolarité. C'est une moyenne très basse pour une école de commerce post-prépa. Un étudiant alors qui fait 3 ans dans cette école, ça représente 36 000 € de frais de scolarité. Si vous perdez 100 étudiants sur une promotion, ça fait 3,6 millions d'euros de manque à gagner. 3,6 millions pour 3 places seulement dans un classement. Alors vous comprenez pourquoi donc les écoles doivent soigner leurs réponses, et c'est logique. Quand un classement peut influencer leur image, leur attractivité ou même leurs inscriptions, chaque détail compte, chaque petit détail. Alors oui, certaines vont mettre par exemple en valeur leurs points forts, choisir la meilleure manière de présenter leurs chiffres. Rien de choquant en soi, elles ont raison de le faire. Encore une fois, c'est une théorie des jeux. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est justement que finalement, tout le monde en a plus ou moins conscience. Les médias, par exemple, savent que les écoles préparent soigneusement, précautionneusement d'ailleurs les réponses. Les écoles savent elles-mêmes que les autres en font de même, et les étudiants comme les parents commencent par ailleurs à comprendre que ces classements ne disent pas tout, qu'ils reflètent une partie, mais pas la totalité de la réalité. Est-ce que vous pensez justement que le marché des grandes écoles soit aujourd'hui un environnement où toutes les écoles partent à armes égales quelque part ? Il y a forcément le poids de l'histoire, il y a la taille critique aussi des écoles, il y a quand même aussi un effet un peu de rémanence en fait dans l'esprit collectif aussi des marques. Ça aussi, je pense qu'il y a les classements et il y a aussi finalement une transformation d'enseignement supérieur. Pour moi, on devient une industrie de plus en plus de marques. C'est-à-dire que un peu comme dans le luxe presque, j'ai envie de dire, à toute proportion gardée. Mais voilà, donc pour moi, c'est vraiment quelque chose aussi sur lequel nous, on est vigilants. Les classements et la marque. Les deux sont liés, mais vous pouvez avoir un bon classement et une marque faible, et vous pouvez avoir une marque forte et des classements qui sont moins bons. On va faire une petite pause. On récapitule calmement ce qu'on a vu jusqu'ici. Les classements sont devenus, au fil du temps, un véritable enjeu médiatique. Ils attirent du public, génèrent de la visibilité et participent forcément, vous l'avez compris, à l'économie des médias. Du côté des étudiants, ces tableaux restent un repère fort, parfois même le premier réflexe quand il s'agit de choisir une école. Les établissements, eux, sont soumis à une forte pression pour bien figurer, alors même que les critères employés ne répondent pas forcément à leurs vrais enjeux stratégiques. Bref, c'est un système complexe où chacun joue un rôle, médias, écoles, étudiants, et où les logiques d'information, d'image et de performance s'entremêlent. Chaque média a sa propre manière de construire son classement, et donc forcément ses priorités peuvent être variables. À titre d'exemple, un classement peut accorder plus de poids à l'employabilité et au salaire de sortie, un autre par exemple à la diversité sociale, au taux de boursier à l'international, et un troisième à des critères comme la recherche académique ou les accréditations. L'idée, ça n'est pas du tout de dire que c'est exactement ce que fait tel ou tel média, mais plutôt de montrer que
que les méthodologies diffèrent et justement que ces choix influencent forcément le classement final. Résultat, chaque média crée son propre classement avec son angle. Chacun met le projecteur sur les critères qui lui semblent les plus importants, en fonction par ailleurs de son lectorat, de sa ligne éditoriale et de ses convictions. Et donc, techniquement, eh bien, personne n'a tort. Comment les classements devraient évoluer selon toi, si tu étais à la tête d'un classement? Ce qui serait intéressant, ce serait vraiment en fait de focus, parce que là, on prend des étudiants de prépa, on les met dans une école qui ont déjà forcément peut-être, il y en a la plupart qui ont peut-être un réseau, un truc, et en fait, on voit pas ce que l'école fait à ces étudiants. Ce qui serait intéressant, c'est un classement qui montre ce que fait l'école, comment l'école aide les étudiants à s'insérer professionnellement. Pas juste je passe d'un point A à un point B, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux. Ouais. Donc peut-être noter sur des trucs genre sur l'accompagnement, je sais pas moi, aux entretiens, au CV, au centre carrière des écoles. Aujourd'hui, la grande école, c'est pas que les prépas. Il y a de plus en plus d'AST, d'étudiants comme moi. Quand on voit des écoles comme l'EM Lyon par exemple, ou Schema, il y a quasiment autant de prépas que d'AST. Ce serait bien d'avoir peut-être aussi des statistiques différentes sur des étudiants qui viennent de prépa ou alors qui viennent de BUT par exemple, de licence éco-gestion. Peut-être que la trajectoire va être différente, peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'un accompagnement différent. Mais le vrai problème, celui qui vous concerne directement, c'est que pour vous, étudiants ou parents qui consultez ces classements, toutes les vérités se valent. Vous ne savez pas laquelle compte vraiment, vous ne savez pas par ailleurs quelle méthodologie est la plus pertinente pour votre situation, pour vos critères à vous, pour vos priorités à vous. Est-ce que vous préférez par exemple une école qui a de bons salaires de sortie ou une école qui a une vraie diversité sociale? Est-ce que vous valorisez par exemple aussi plus la recherche académique ou alors l'insertion professionnelle? Est-ce que l'international est crucial pour vous ou plutôt secondaire? Ces questions, vous devriez vous les poser, mais les classements ne vous y aident pas. Il vous donne un chiffre global, un score unique, comme s'il n'y avait qu'une seule façon de juger une école, comme si tous les étudiants avaient exactement les mêmes attentes, les mêmes rêves, les mêmes projets de vie. Cette course à la meilleure place, elle est assez importante parce que déjà à notre niveau, nous les étudiants, ça compte beaucoup pour nous. Au moment où on recherche des stages, des alternances, les entreprises se basent sur ces critères aussi. La réputation réelle auprès des dirigeants du monde économique. Aucun classement ne le capture. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que c'est difficile à mesurer. La réputation, la vraie, celle qui compte quand vous envoyez votre CV, se construit sur des décennies et encore des décennies de diplômés qui ont fait leurs preuves dans les entreprises. Elle se transmet de bouche à oreille entre recruteurs. Elle repose par ailleurs sur des réseaux d'anciens qui se recommandent mutuellement. Elle dépend aussi de la qualité réelle de l'information, pas du tout d'un lot de critères qualitatifs ou quantitatifs. Et pour aller encore plus loin, cette année, alors on a décidé de créer notre propre classement en partenariat avec NextEdu et publié avec l'Express. Pourquoi? Parce qu'on voulait proposer justement quelque chose que les étudiants veulent vraiment savoir, la réputation réelle des écoles dans le monde économique français et dans les secteurs auxquels ils se destinent. Arthur, vous êtes le directeur général délégué de l'Express Connect, dans lequel on retrouve l'Express Éducation. Je veux bien que vous nous expliquiez tout, qu'est-ce que vous faites, quelle est l'ambition? Alors l'Express Éducation, on a lancé cette plateforme il y a maintenant 1 an. Et l'ambition de l'Express Éducation, c'est de redonner confiance. De redonner confiance aux étudiants, redonner confiance aux parents, parce que les parents souvent tiennent le porte-monnaie. Et donc on a voulu construire une offre qui est crédible et qui permet de donner une information, une bonne information. Donc on a lancé cette plateforme il y a 1 an, on a maintenant une centaine d'écoles partenaires qui s'abonnent à cette plateforme et qui vont travailler leur notoriété, leur branding, dans la perspective de recruter des étudiants. Tous les ans, le sacro-saint classement sort, il est attendu, il est vraiment attendu par les étudiants, leurs parents, il sort au mois de novembre, décembre, et puis globalement, tout le monde les consulte, mais on se demande tous comment ils sont construits, quelle est la légitimité de ces classements, et pour autant, on les consulte tous. Donc nous, on a voulu reprendre l'exercice en amenant une nouvelle méthodologie, une nouvelle façon de l'appréhender, basée sur des enquêtes de satisfaction, avec un regard vraiment côté entreprise. Parce que finalement, ce qui compte le plus, c'est le débouché. Est-ce que vous allez trouver le métier de vos rêves auprès des employeurs qui sont nombreux en France? Donc on a voulu redonner un peu de confiance dans tout ça. L'objectif, il est très clair, c'est de mesurer la réputation des 23 écoles de commerce qui recrutent sur les banques d'épreuves BCE et Écricom auprès des profils de dirigeants et des secteurs clés pour les étudiants. Alors comment est construit le panel? On n'a pas du tout fait ça au dos mouillé, Le panel est construit en partie par OpinionWay, 60% des répondants, et en partie par NextEdu, 40% des répondants.
En tout, 1004 répondants ont été sondés par mail et par téléphone durant plusieurs mois. Figurent aussi bien des managing directors de grandes banques d'affaires ou parmi les plus grands cabinets de conseil au monde, des entrepreneurs aussi de tout secteur, des DRH, des managers expérimentés venant de la France entière. Les recruteurs qui comptent vraiment pour un étudiant en grande école de commerce. Quelle méthodologie est employée? Alors aucun critère artificiel, aucun indicateur bricolé, les répondants attribuent une note inspirée de la forme du NPS, le Net Promoter Score, à au moins une des écoles classées selon leur expérience et ou selon leur propre perception de la réputation de l'école. Comment l'enquête est-elle sécurisée? La méthodologie est parfaitement sécurisée par plus d'une dizaine de garde-fous rendant toute tentative de triche ou d'influence absolument impossible. Comment les biais potentiels sont-ils traités? Eh bien c'est très simple, le panel intègre naturellement les biais réels, personnels des recruteurs parce que ce sont précisément justement ces biais-là qui influencent les décisions d'embauche et ce que nous cherchons justement à retranscrire. Notre objectif, il n'est pas du tout de les effacer, mais surtout de les refléter fidèlement car ils conditionnent la réputation d'une école. Quand sera publié le classement? Eh bien justement, le classement L'Express Éducation en partenariat avec NextEdu est déjà publié, vous pouvez retrouver le lien en commentaire. On y retrouve notamment le classement, son analyse détaillée, du contenu éditorial sur les grandes tendances de l'enseignement supérieur. Après tout ce qu'on vient de découvrir ensemble, après avoir décortiqué par ailleurs ce système pendant de longues minutes, la question que vous vous posez forcément, c'est est-ce qu'on doit tout jeter à la poubelle? Est-ce que ces classements, justement, finalement, ne servent absolument à rien? Est-ce qu'il faut les ignorer complètement et faire comme s'ils n'existaient pas? Après, notamment, avoir travaillé pendant des mois sur cette enquête, c'est que non, il ne faut surtout pas tout jeter. Les classements servent, ils ont leur utilité, ils donnent un premier repère dans un paysage éducatif par ailleurs français qui est extrêmement complexe, avec des centaines d'écoles, des statuts différents, des milliers de formations. Et surtout pour un lycéen qui découvre ce monde, eh bien c'est normal de commencer par regarder un classement. Le vrai problème, celui que j'ai voulu mettre en lumière dans cette vidéo et dans cette enquête, ce n'est pas qu'il y ait des classements. Le problème, c'est surtout qu'on leur donne beaucoup trop de pouvoir. Qu'on en ait fait presque des oracles infaillibles, des vérités absolues, qu'on les consulte sans jamais vraiment regarder leur méthodologie. Alors au fond, la vraie question, ce que j'ai envie de dire, ce n'est pas du tout de dire que tout est faux, ni d'ailleurs de juger les classements. Ça n'est pas du tout notre ambition, c'est plutôt comment aider les étudiants à s'y retrouver dans un système complexe, à faire des choix, surtout qui ont du sens pour eux. Parce qu'il faut le dire, il faut l'avouer, quand on fait une école de commerce, il n'y a pas un seul parcours, pas un seul modèle de réussite, mais on est forcément dans une culture de la performance très forte en France. On dit aux étudiants qu'il faut faire partie de l'élite, qu'ils sont dans les meilleures écoles, qu'ils doivent performer, réussir, atteindre les meilleurs résultats. C'est stimulant. Ça peut aussi mettre une pression absolument énorme sans forcément les amener à réfléchir sur ce qu'ils veulent vraiment pour leurs études et pour leur vie. Et c'est quelque chose de très représentatif par ailleurs de la génération actuelle. Plus nous comprendrons comment ce système fonctionne, plus nous pourrons aider chacun et chacune à s'en servir intelligemment, surtout à son avantage et au service de son projet personnel. Nicolas Guillemot, bonjour, vous êtes le directeur général délégué de l'Express Éducation. Alors c'était quoi? Vous venez de voir cette enquête, c'était quoi l'ambition, l'intention de ce classement? Alors avec cette enquête et ce classement, on l'a réalisé avec NextEdu et Opinionway. L'objectif était simple, c'était d'accompagner les lycéens, les étudiants et les parents d'étudiants dans la jungle de l'orientation où on n'y comprend plus rien. Alors j'imagine que vous allez me répondre oui, mais est-ce que ce classement il est mieux que les autres? Non, on pense pas du tout avoir un classement mieux que les autres. Nous, on voulait un classement simple, rigoureux, exigeant et très innovant dans l'ADN de l'Express Éducation. Et vous nous rappelez l'ambition de l'Express Éducation? L'ambition est très simple avec l'Express Éducation, c'est d'accompagner les parents d'étudiants, les étudiants à faire le bon choix au moment clé de leur vie.